Madrid, début du procès des putschistes il y a un an, les accusés ne sont pas seuls à trembler. Fin du voyage africain de Jean-Paul II, le pape est rentré il y a quelques secondes au Vatican. Et puis Coupe de France de football, 16e de finale, Cendrillon contre la vedette, Sanary Saint-Etienne. Et puis dans ce journal, le portrait d'une autre équipe qui marche, Neu-les-Mines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier titre de l'actualité de ce vendredi, l'arrivée d'Ina Lavrova à Paris. Je devrais dire Ina Torrent, puisqu'il s'agit de cette soviétique, mariée depuis quelques jours à Guy Torrent, cet ingénieur français qu'elle voulait épouser depuis plusieurs années contre vent et marée. Elle a été pour cela jusqu'à faire une grève de la faim. Alors l'amour a été finalement le plus fort, elle a pu épouser son fiancé et obtenir un visa de sortie du RSS. Il y a quelques minutes, elle arrivait à Paris, mais sans son mari. Daniel Lecomte l'a interviewé. Vous savez, je suis tellement épuisée que je ne sais pas, est-ce que je suis capable de sentir ou non. C'est plutôt peut-être, je ne sais pas, je suis comme un bloc de reconnaissance, c'est tout. Et est-ce que si je sens, je veux bien, je ne sais pas, embrasser tout le monde pour dire merci, pour vous remercier à tous. Vous êtes toute seule, votre mari n'est pas là? Il va arriver. Il va arriver. Par un prochain vol. J'espère qu'il va arriver. Oui, par un prochain vol. Merci. Oui. Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Et parce qu'il n'a pas pu, parce qu'on l'a bloqué, elle est sortie. On lui a dit qu'il n'avait pas de visa de sortie. Voilà. Oui. Sortir de la France, de pouvoir revenir en France, c'est l'essentiel. Parce que vous peut-être, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que c'est comment se déplacer librement. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a un an, presque jour pour jour, le 23 février 81, nous interrompions ce journal pour vous annoncer une tentative de putsch en Espagne contre le régime de Juan Carlos. Et le lendemain, nous étions là-bas, sur place, nous vous présentions une édition spéciale du 20h avec des images que nul n'a oubliées et que vous allez revoir dans quelques secondes. C'est que ce matin s'est ouvert le procès des putschistes en cour martiale à une dizaine de kilomètres de Madrid. Au banc des accusés, 32 militaires et un civil. Et puis en Espagne ce soir, une crainte diffuse. Ne va-t-on pas découvrir d'autres responsabilités très haut placées? C'est Paul Naon qui est notre envoyé spécial à Madrid. Nous sommes le 23 février 1981, il est 18h30. Les députés espagnols réunis au grand complet s'apprêtent à voter un projet de loi. Surgit alors, sur la gauche de l'hémicycle, à la tête de 200 gardes civils, un homme, pistolet à la main, qui ordonne à tous les députés de se coucher. Personne ne l'a encore reconnu. On saura bientôt qu'il s'appelle Tejero et qu'il est lieutenant-colonel. Il va tirer en l'air. Le coup d'État est commencé. Pendant toute la nuit, Tejero sera en contact avec le général Milán del Bosque à Valence, qui a décrété l'état d'urgence, et avec le général Alfonso Armada, un proche de Juan Carlos. Les trois militaires préparent dans la fièvre l'avenir. Le roi lui appelle personnellement tous les commandants de régions militaires, un à un. Ils vont prêter serment, et il ordonne à Milán del Bosque de téléphoner à Tejero pour lui demander de se rendre. Juan Carlos a gagné la partie, non sans mal, et le colonel Tejero quitte l'hémicycle en héros. Un comble, la garde civile ne le désarme pas, au contraire, elle salue son chef et lui rend les honneurs. Bien sûr, j'ai été l'un des 350 membres de la Chambre qui avons été retenus par les putschistes du colonel Tejero depuis l'après-midi, les premières heures de l'après-midi du 23 février, jusqu'à midi du 24. Pendant 18 heures environ. 18 heures en fait, et le 24 à midi, nous avons quitté la chambre par cette entrée que vous voyez là, libérés enfin après cette énorme tension de 18 heures de retention. Vous croyez qu'un nouveau coup d'État est toujours possible? Je pense que l'expérience du 23 février de l'an dernier doit avoir servi à quelque chose et que le coup d'État doit être moins possible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Maintenant, il est évident qu'il reste des intérêts et des secteurs de la société espagnole intéressés par un retour en arrière.
Cette armée espagnole, dont une grande partie rêve encore d'un régime pur et dur, hostilité à la Constitution, les militaires n'ont pas accepté en bloc la légalisation du Parti communiste, le développement du terrorisme, le régime stérile des partis politiques, bref, c'est la démocratie qu'ils mettent en accusation. Beaucoup d'entre eux se sont d'ailleurs solidarisés avec les putschistes du 23 février et on assiste depuis un an à des mouvements d'indiscipline dans les casernes. Juan Carlos a tenté de reprendre en main cette armée. En fait, tout se jouera au cours de ce procès et le verdict devra satisfaire à la fois les militaires qui souhaitent la clémence et la population qui demande la plus grande sévérité. Je crois que la démocratie est solide en Espagne, quoique parfois on ait l'impression que le danger est grand et qu'on ait couru certains dangers, mais je crois que la force de l'opinion publique, l'appui dans la population, le sentiment que le passé est en arrière et que l'évolution est irréversible, que l'option d'adhésion à l'Europe démocratique est complètement irréversible. Et je pense que la conviction est tellement profonde, même dans les gens qui ont certaines nostalgies du régime antérieur, même parmi les éléments conservateurs espagnols, que vraiment les gens qui voudraient renverser le système actuel sont une minorité. Le procès s'est ajourné il y a quelques instants, mais ce matin, dans la salle d'audience, j'ai pu voir les principaux inculpés en grand uniforme, derrière des vitres blindées. Le colonel Tejero s'est tourné vers le public, il a salué d'un grand geste de la main, et aujourd'hui, dans cette enceinte, Tejero ressemblait beaucoup plus à un militaire d'opérette, mais il a fait trembler l'Espagne pendant de très longues heures. Pologne maintenant, au lendemain des gigantesques contrôles d'identité destinés à verrouiller davantage encore l'application de la loi martiale. Un nouvel indice de durcissement du pouvoir, son attitude vis-à-vis de l'Église. Jusqu'alors, elle était relativement souple, mais aujourd'hui, l'épiscopat polonais s'inquiète. Le témoignage d'un père français qui a passé plusieurs jours en Pologne pour distribuer des vivres. J'ai rencontré personnellement plusieurs prêtres et religieux qui m'ont affirmé être directement menacés et s'attendant à être arrêtés peut-être d'un moment à l'autre. Que se passerait-il selon vous en Pologne si l'on arrêtait beaucoup de prêtres? Est-ce que la population réagirait violemment? La population de Pologne, cela représente une entité que je n'ai pas pu cerner au cours d'un voyage d'une dizaine de jours, bien sûr. J'ai trouvé Varsovie très secrète et bougera sans doute peu. Cracovie, je dirais discrète. Par contre, Czestochowa ou Łódź, des villes ferventes, dures même, on sent monter la tension et il me semble que l'arrestation massive de prêtres ou religieux serait le détonateur qui semble prêt à mettre le feu aux poudres. Si vous voulez, le slogan que l'on entend, l'hiver à eux, le printemps pour nous. Le détonateur pourrait être l'arrestation massive de prêtres et de religieuses. Oui, aujourd'hui, précisément, le porte-parole du gouvernement s'en est pris à ce slogan. Je vous le rappelle, l'hiver est à vous, le printemps nous appartient. C'est, a dit M. Orban, le cri de guerre de ceux qui sont prêts à sacrifier la Pologne. En revanche, le porte-parole des militaires n'a pas commenté l'attentat commis hier contre un milicien dans un tramway de la capitale. Dès son arrivée au Vatican, il y a quelques minutes, le pape a dû prendre connaissance des toutes dernières informations concernant son pays natal. Son voyage en Afrique est maintenant terminé, en effet. Sa tournée d'une semaine l'aura conduit au Nigeria, au Bénin, en Guinée équatoriale et au Gabon. Un premier bilan de notre envoyé spécial, Jean-Claude Darigo. 4 pays aussi divers que possible, le Nigeria et son boom économique, le Bénin avec son expérience de démocratie populaire, la Guinée équatoriale sortant avec peine d'une dictature sanglante et enfin le Gabon, ce deuxième voyage du pape en Afrique lui aura permis de toucher du doigt la diversité des richesses et des problèmes de cette partie du continent africain. Première constatation, les situations des églises sont différentes en fonction des pays. Le Nigeria possède de nombreuses vocations, tandis que le Gabon, par exemple, a du mal sur ce plan à sortir de l'ornière. D'une façon globale, les églises chrétiennes paraissent encaisser assez mal le développement économique. L'argent impose sa loi et vide les églises. Les espérances, cependant, ne sont pas absentes. À noter également quelques ratés dans ce voyage, en particulier le rendez-vous manqué avec l'islam au Nigeria. Puis une espèce de peur panique de l'attentat qui a rendu particulièrement nerveuses les polices africaines. Le pape paraît être l'un de ceux qui a résisté le moins mal à cet épuisant périple. Il accuse de temps en temps des coups de fatigue, mais dans l'ensemble, au moins en public, il manifeste sa vitalité proverbiale.
Pour ce deuxième voyage de Jean-Paul II en Afrique, les foules étaient au rendez-vous. On programme au Vatican un troisième voyage africain pour le pape en 1983. 450 000 chômeurs de plus le mois dernier pour les pays de la CEE. Désormais, le nombre des demandeurs d'emploi atteint 10 700 000 dans les 10 pays de la communauté. En pourcentage, c'est la Belgique qui détient le record, devant l'Irlande et le Royaume-Uni, les mieux lotis étant les Luxembourgeois et les Grecs. Italie, ouverture d'un procès-fleuve à Cagliari. Près de 500 témoins, une centaine d'avocats, au moins autant d'accusés, appartenant tous à une étrange société, la Société anonyme d'enlèvement. C'est vous dire. Victor Vraiment. 200 policiers et carabiniers surveillent la cour d'assises de Cagliari, la capitale de la Sardaigne. C'est qu'on n'exclut pas une attaque en règle de la part des bandits sardes. Il y a 63 accusés. Il s'agit du moins de ceux qu'on a réussi à arrêter. Ce nombre d'accusés peut paraître extravagant, mais il ne faut pas oublier qu'en Sardaigne, ce sont des familles entières qui pratiquent l'industrie de l'enlèvement. Il y a d'ailleurs une vieille tradition du banditisme sarde, comparable un peu à la mafia sicilienne. Banditisme est sans doute un mot trop noble pour ces criminels qui n'hésitaient pas à enlever des femmes et des enfants, dont un garçon de 7 ans. L'une des personnes enlevées, un industriel, a d'ailleurs été froidement assassiné. L'un des accusés, Francesco Maria Serra, un berger, s'est déclaré prisonnier politique au moment de son arrestation, histoire de faire passer pour un combat politique une vulgaire histoire de criminalité. Le voici qui insulte la cour. Vous serez anéantis par les masses prolétariennes. Un jour, il y aura un procès, mais contre vous, bande de salopards. Faut-il préciser que le banditisme sarde fait peur? Le président du tribunal avait convoqué une trentaine de personnes pour exercer la fonction de juré. 8 se sont présentés. Les autres ont envoyé des certificats de maladie. Il y a 2 formes de criminalité qui font des ravages en Italie. Le terrorisme et l'industrie de l'enlèvement. Il ne faut pas oublier qu'il y a en moyenne 50 enlèvements par an. Alors, s'il est vrai qu'après la libération par la police du général américain James Dozier, le terrorisme italien semble en pleine décomposition, d'autant qu'on a arrêté au cours de ces dernières semaines plus de 100 terroristes, il n'en est pas tout à fait de même pour l'industrie de l'enlèvement. Il est possible que ce super procès de Cagliari fasse réfléchir les amateurs. Il est possible aussi que ce procès marque une certaine faillite de l'industrie de l'enlèvement, mais en Sardaigne. Pour le reste, les enlèvements continuent et les criminels n'hésitent pas à enlever les femmes et les enfants des industriels. C'est un véritable fléau national. La transition entre l'actualité étrangère et française nous sera fournie par le voyage de Pierre Mauroy en Tunisie, un voyage qui se termine. Le Premier ministre français a été reçu aujourd'hui par le président Bourguiba. Sur place, notre envoyé spécial, Georges Bourtoli. Je suis très content. Et je suis très content de l'état des relations qui existent entre la France et nous. Très content, Bourguiba? Oui. Même au temps des luttes pour l'indépendance, il disait volontiers l'œuvre de la France en Tunisie. Mais j'en suis moi-même le produit. Lui, il m'a dit, voilà 1 heure que vous déblatérez sur la France. Elle n'a rien fait de bon ici, la France. Je dis si. Elle a fait Bourguiba. Conclusion en forme de boutade d'une visite franchement cordiale et qui a permis de s'expliquer sur tout, y compris sur le Proche-Orient. Israël, non seulement nous lui apportons l'amitié, la France, mais Israël a des droits. Le droit de vivre dans ses frontières, reconnu, défendu. Mais de la même façon, je dis l'amitié que nous éprouvons pour peuple arabe, que nous éprouvons pour les Palestiniens. Et je dis que les Palestiniens ont des droits aussi, n'avons pas cessé de dire. Et qu'en particulier, ils ont le droit à l'autodétermination et le droit à avoir une patrie, le droit à avoir leur État. Alors chacun voit bien qu'il y a des différences dans l'appréciation que nous portons sur ces problèmes politiques. Mais ces différences, nous les assumons. Et il arrive un moment où je crois que l'objectif n'est pas de faire disparaître ces différences, il est de les assumer.
En l'absence de son Premier ministre, le chef de l'État reçoit beaucoup à l'Élysée. Ce matin, il petit déjeunait avec André Bergeron, d'accord avec lui sur le problème des 39 heures. En revanche, François Mitterrand aurait réagi assez vivement aux propos d'Edmond Maire qu'il critiquait sur le même sujet. Et puis peu de temps après, il recevait le président du CNPF qui, lui, a dénoncé l'ambiguïté de l'ordonnance sur la réduction du temps de travail à 39 heures et a fait part de son inquiétude face à la situation sociale. Justement, chez Renault, c'est important parce que vous savez qu'on observe toujours à la loupe le moindre des problèmes sociaux chez Renault. Eh bien, les trois principaux syndicats de la régie, c'est-à-dire la CGT, la CFDT et Force ouvrière, viennent de repousser les propositions salariales de la direction pour 1982 parce qu'elles n'apportent pas de garantie sur le maintien ni la progression du pouvoir d'achat, indiquent donc ces trois organisations. Du côté de l'opposition maintenant, l'intérêt se porte vers l'UDF en pleine mutation. Des problèmes de stratégie, mais aussi des problèmes d'hommes. On assiste depuis quelques semaines à des chassés-croisés et à des déclarations parfois contradictoires. L'enquête de Patricia Charnelet. Entre tous ces hommes responsables des formations et des partis qui constituent l'UDF, les rivalités de personnes, les désaccords stratégiques et même politiques sont importants. Deux convergences seulement entre eux, le sentiment qu'il faut maintenir à tout prix l'UDF à cause des élections et la conscience de leurs difficultés qu'ils n'hésitent plus à cacher. Il y a 9 mois, au moment de l'élection présidentielle et de l'élection législative qui a suivi, l'UDF avait reçu en quelque sorte un coup sur la tête. Maintenant, c'est fini. Autre problème, quel chef pour l'UDF? Créée en 1978 pour soutenir Giscard, cette coalition n'a toujours pas résolu cette question. Monsieur Giscard d'Estaing, pour le moment, est sur la réserve. Et bien entendu, il va de soi que nous le considérons comme un des nôtres. Mais la question de savoir quel sera notre leader pour les présidentielles, puisque je pense que c'est votre question, est une question que nous ne posons pas aujourd'hui. Nous voulons d'abord exister en tant que formation politique. Et chez nous, il y a débat démocratique sur tous les sujets, y compris sur la question de savoir qui serait éventuellement notre candidat présidentiel. Comment les entreprises... De leur côté, les centristes, dans l'attente d'un nouveau président, au mois de mai, ont bien l'intention, eux aussi, d'être beaucoup plus autonomes. De nature idéologique. Pendant que nous étions au gouvernement, que nous faisions partie de la majorité, forcément, nous avons été obligés de nous taire ou de parler parfois à voix basse pour ne pas, si peu que ce soit, troubler la discipline nécessaire de la majorité. Maintenant que nous sommes dans l'opposition, nous devons en profiter pour libérer en quelque sorte notre parole. Deuxième impératif, exister en dehors de Giscard. Si Valéry Giscard d'Estaing décide de revenir sur le devant de la scène politique, eh bien nous serons dans le même camp, bien entendu, et nous agirons ensemble. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que nous le considérions à tout jamais comme étant le leader naturel et la seule référence de notre famille politique. Au Parti radical, même sentiment, il faut repartir à zéro et il y a urgence, car il n'est pas question de laisser au seul RPR le monopole de l'expression de l'opposition. Le problème de l'UDF, il est simple. Il est que s'il n'y prend pas garde, l'opposition ira dans sa ligne de plus forte pente et que, au fond, elle n'apparaîtra plus que regroupée autour du maire de Paris. Or, l'opposition de M. Chirac est une opposition nécessaire, ce n'est pas une opposition suffisante. Reste le bastion giscardien de l'UDF et l'idée d'un nouveau parti. Un nouveau parti qui serait la traduction de la volonté de l'ensemble de ceux qui refusent les extrêmes, qui se situent au centre de la vie politique, qui sont des libéraux de progrès, de se rassembler, de s'organiser. Et le leader de ce parti ? Je crois que la question du leader ne se pose pas en termes habituels. Il y a quelqu'un qui est l'aspirateur naturel de cette grande force libérale, qui est Valéry Giscard d'Estaing. L'attitude de Valéry Giscard d'Estaing sera déterminante pour l'UDF. Mais pour le moment, il ne veut pas arbitrer pour ne pas apparaître comme le chef d'un parti. Ses deux préoccupations sont la préparation de l'avenir et l'expression des idées auxquelles il croit. L'UDF doit donc maintenant montrer qu'elle est autre chose qu'une coalition électorale. Plusieurs mois seront sans doute nécessaires pour le prouver.
Une conférence de presse quasi clandestine cette nuit à Marseille, c'est le FLNC qui revendiquait tous les attentats commis ces derniers jours et qui dans le même temps annonçait qu'il suspendait les opérations militaires, entre guillemets. Peu de temps après, le ministère de la Défense a réagi à la version de l'assassinat du légionnaire. Il n'était pas armé, il a été surpris alors qu'il regardait la télévision et attaqué sans avoir pu opposer aucune résistance à ses agresseurs, dit-on donc du côté du ministère de la Défense. Et puis des coups de feu la nuit dernière à Issy-les-Moulineaux contre la permanence du Parti Socialiste. Enfin, un dépôt de plainte peu banal, celui de 3 policiers d'Avignon agressés hier soir par une cinquantaine de Nord-Africains. Avec Paul Lefebvre maintenant, le compte-rendu de la 3e journée du procès des frères Maurice et de l'avocate Brigitte Emerlin. On n'a toujours pas décidé d'une possible reconstitution de la tentative d'évasion de Philippe Maurice. Et ce soir encore, personne ne peut dire de l'avocate savait-elle vraiment ce que contenait son sac. Aujourd'hui, on a essayé de savoir l'essentiel, c'est-à-dire de répondre à la question, Brigitte Emerlin savait-elle qu'il y avait un revolver dans le paquet que son amant inconnu avait déposé dans son sac? Elle répond non, et son histoire de paquet cadeau est tellement bête qu'on se dit qu'un mensonge serait mieux inventé. À cela s'ajoute l'énorme addition de risques encourus pour elle-même et sa carrière, tellement énorme qu'on se pose tout de même la question, avait-elle les épaules assez larges, le culot pour faire cela? À première vue, elle ne pèse pas bien lourd, Madame Emerlin. Et Philippe Maurice, très à l'aise, vient à son secours en disant « Elle n'était au courant de rien, c'est d'ailleurs parce qu'elle était manipulable que nous l'avons choisie. » Bon, mais ensuite, pourquoi ne pas prévenir? Réponse, j'étais terrifié, paniqué, je suis allé vomir de peur et je me suis enfui. Ensuite, c'était un cauchemar, mais je ne pouvais pas dénoncer Philippe Maurice, c'était le condamner une 2e fois à mort. C'est une réponse, le problème est de savoir si c'est une défense. Une page sportive assez riche maintenant. Tout d'abord le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui se disputeront en 2 matchs, les 16 et 10 mars. Je vous laisse découvrir les 2 panneaux qui vont suivre. Vous le voyez, pas de choc majeur en Division 1, Auxerre Tours, Monaco, Nice. En revanche, une affiche qui d'ores et déjà fait plaisir à tout le monde. Sanary, le cendrillon de la Coupe. L'équipe évolue dans une division d'honneur contre Saint-Étienne, qui est en tête du championnat de Division 1. Et puis un match qui promet, Neulémine, des amateurs qui marchent bien en Division 2, contre Paris Saint-Germain. Neulémine, une équipe pas comme les autres, que vous allez voir évoluer non pas en short, mais en bleu de travail. Dominique Leglou. Au cœur du bassin houiller du Pas-de-Calais, une cité ouvrière de 15 000 habitants. Des mines, il ne reste plus que des souvenirs, le dernier puits en activité ayant été fermé il y a une vingtaine d'années. Neulémine, c'était aussi, et c'est encore le football. Souvenez-vous, année 46, ce garçonnet qui sort de chez lui, enjambe la balustrade de son jardin, c'est Raymond Coppa. Ce parcours, il l'effectuait tous les jours pour le plus grand bien du football français, auquel son nom reste à jamais attaché. Mais Coppa, comme la mine, c'est le passé. Le football aujourd'hui à Neu, c'est une surprenante équipe de Division 2 dont tous les joueurs sont amateurs à 100%. Gosset, le bourreau des Nantais, est chef de produit dans une entreprise à vocation commerciale. D'autres sont fonctionnaires, employés, comptables, électriciens. Tous travaillent 8 heures par jour. L'entraînement, ils le font 4 soirs par semaine après leur journée, sous la direction d'un entraîneur méticuleux qui ne laisse rien au hasard. Cette équipe promotionnelle occupe la 2e place du classement de Division 2 et est toujours en course en coupe, et ce, malgré un potentiel de joueurs que l'on dit modeste, à quelques exceptions près. Mais voilà, à Neulémine, ils trouvent un esprit, une confiance, une volonté, un dynamisme que s'est insufflé Gérard Houllier, amateur lui aussi, enseignant la journée, entraîneur le soir. Oui, nous nous préparons comme des professionnels, et je pense que nous sommes un petit peu professionnels dans l'âme. La minutie et, je veux dire, les contraintes que nous imposons, peut-être expliquent un petit peu nos résultats, mais puis si vous voulez, bon, les joueurs trouvent également une partie de l'épanouissement de leur personnalité à travers le football. Je crois que le foot, puisqu'ils ont les dons de pouvoir jouer à ce niveau-là, le football fait partie de leur personnalité et de leur mode d'expression. Comme l'entraîneur d'ailleurs. La 14, il s'agit du Paris Saint-Germain. Ça nous intéresse à RTL. Ah oui.
contre, ben ça va lui porter bonheur, peut-être le numéro 13, Neulémine. Neulémine qui avait réussi l'exploit d'éliminer Nantes précédent. Non, je crois que ça va être très dur. Mais je sais pas pour qui. C'est encore une grande équipe qui va sortir, quoi. Que ce soit Neulémine ou Paris Saint-Germain. Deuxième sport roi maintenant, le rugby avec demain France-Angleterre. L'Angleterre qui, comme la France, a bien mal commencé le tournoi des 5 nations. Match nul devant l'Écosse à Murrayfield et puis défaite devant l'Irlande il y a 15 jours à Twickenham. Pierre Salviac. Victime de cet échec mal digéré par les Anglais, l'arrière Marcus Rose. Il avait pourtant réussi dans le tournoi 24 points en 4 matchs. Mais les sélectionneurs ne lui ont pas pardonné cette mauvaise défense sur l'essai du pilier McLaughlin qui a donné la victoire à l'Irlande. Par un curieux phénomène de va-et-vient, Marcus Rose cède donc la place au joueur auquel il avait succédé l'année dernière, Dusty Hare, qui marque ici un essai contre le Pays de Galles à Cardiff pour l'ouverture du tournoi l'an passé. Dusty Hare est surtout réputé pour la précision de son coup de pied, une moyenne de 6 points par match. Hugh Davis, le demi d'ouverture, capitaine de l'équipe de Cambridge, a été lui aussi limogé. Pourtant, il avait été contre l'Irlande l'artisan du seul essai anglais, marqué d'ailleurs à la toute dernière minute par l'ailier Mike Sleman. Mais comme d'autres avant lui, Hugh Davis a cessé de plaire. Les sélectionneurs lui ont préféré pour jouer contre la France Les Cusworth, demi d'ouverture de Leicester, le champion d'Angleterre. Cusworth a déjà été sélectionné une fois contre la Nouvelle-Zélande il y a 2 ans. En définitive, le seul débutant de la sélection anglaise au Parc des Princes sera Steve Bainbridge, 2 mètres et 100 kilos. Ce géant vient à Paris réputé d'une flatteuse réputation de décathlonien, 2 mètres 2 en hauteur, 4 mètres 60 à la perche. Il sera associé en deuxième ligne à Maurice Colclough, le plus français des joueurs anglais puisqu'il réside à Angoulême. De ce remaniement, voyez-vous, les sélectionneurs qui ont confié le capitaine de l'équipe au demi-mêlée Steve Smith attendent beaucoup. L'Angleterre vient à Paris pour faire oublier l'humiliante défaite concédée l'an passé à Twickenham, quand l'équipe de France, marquant cet essai historique, était venue gagner son 3e grand chelem. Mais l'Angleterre d'aujourd'hui a-t-elle les moyens de son ambition? Pas sûr. Car on finit par douter de tout, s'agissant d'une nation qui perd ses traditions et ses bonnes manières. Voyez Twickenham, à l'heure de la remise des récompenses, le jour de la finale universitaire Oxford-Cambridge. C'est à coup de boule de neige que l'honorable prince Edward a été accueilli. Pire encore, un mois plus tard, à la mi-temps du match Angleterre-Australie, Twickenham, Twick la snob, bon chic, bon genre, n'en a pas cru ses yeux en assistant au striptease le plus osé de l'endroit. Vous voyez bien qu'en Angleterre, tout se dégrade. Rendez-vous demain à 14h55, on verra bien ce qui se passera sur la pelouse du Parc des Princes avec Roger Coudert et Pierre Albaladejo. Quelques petits journaux qui viennent de naître, Franchise Magazine, un mensuel Transfert, un mensuel bande dessinée et puis un hebdomadaire sur la région parisienne, Paris Village. Voilà, avec Alain Gillot-Pétret maintenant, la météo pour demain. Oui, moi je ne conseille pas aux spectatrices françaises de faire comme ces dames à Twickenham demain à Paris, car il aura un peu froid. Nous allons au refroidissement. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est à cause d'un gros anticyclone qui est centré sur l'Europe centrale et qui dirige sur nous de l'air froid, lequel air froid se glisse comme ceci sur l'air doux et humide stagnant sur la France. À la limite de l'air froid et de l'air doux, il y a contraste, on appelle cela un front, donc des nuages avec de la pluie et un peu de neige. Sachez aussi qu'il y a cette grosse perturbation qui arrive lentement sur la France. On vous l'a gardé, c'est pour dans 2 jours. Pour demain, donc, le baromètre sera en hausse, anticyclone, donc haute pression, et le thermomètre, lui, sera en baisse. On va voir sur la carte région par région. Pour demain, au nord-est du pays, le ciel sera variable avec beaucoup de nuages le matin, encore quelques chutes de neige, des éclaircies l'après-midi, un renforcement des vents de nord-est, et l'air, là, sera froid. De la Manche au Massif central, aux Alpes et à la Méditerranée étant très couvert avec pluies éparses mêlées de neige, neige aussi sur les Alpes, sur la Méditerranée, une alternance d'averses et d'éclaircies. Enfin sur l'ouest du pays, beaucoup de brouillard et de brume le matin
Et l'après-midi, quelques progressives éclaircies. Pour dimanche, eh bien, dimanche, c'est un peu le même type de temps. Quelques averses ici, quelques soleils aussi sur la Méditerranée, beaucoup de nuages sur l'ouest, un peu plus de soleil sur le nord-est et le centre du pays, mais l'air sera plus froid. Les températures prévues pour demain, j'ai indiqué ici la limite au-delà de laquelle il y aura des gelées demain matin, jusqu'à -2, -3, mais l'après-midi, car ce sont les températures maximales prévues par la météo nationale pour l'après-midi, 1, 3, 4, ce n'est pas chaud au nord-est, c'est frais dans l'ouest, c'est doux au sud encore, mais de toute façon à l'ouest et au sud, c'est de toute façon en baisse. Pour ceux qui terminent leurs vacances de février, les académies qui vont maintenant rentrer chez elles, demain, sachez qu'il faut quitter les stations de ski avant 8 heures demain matin, vous dit Bison Futé, parce que si vous quittez vos stations de ski après 8 heures demain matin, la Bison Futé vous souhaite bien du plaisir. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le samedi 20 février, les heures du soleil, levé 7h52, couché 18h18, 4 minutes de soleil en plus, et la Saint-Aimé, ça fait du monde. Voilà, très brièvement, le rappel des titres de la journée. L'arrivée à Paris de la soviétique Inna Lavrova, la fin du voyage africain de Jean-Paul II et puis le début du procès des putschistes à Madrid. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité ce soir, Jacques Melino à 23h15. Et puis demain, Bernard Langlois recevra Yves Duteil à 12h45. Bonsoir à tous, à demain 20h.